Prise 2. Bonjour à tous et toutes. On reprend après un petit cafouillage technique. On vous prie de nous en excuser. On teste une nouvelle et très belle régie. Et donc, on fait encore quelques ajustements. Donc, bienvenue cette fois dans le Unicorn Gaming Live, une émission de Unicorn Gaming Lab dédiée à la ludopédagogie. On retrouve donc aujourd'hui Jérôme Pagès. Bonjour. Bonjour Florine. Benoît Hélène. Bonjour. Bonjour Benoît et Nicolas Abonnet. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Lucie Amboise et Arthur Gaté en régie qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, on vous propose un grand format sur l'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement dans un jeu? Comment le maintenir? Comment le relancer? On se réengagera ensuite nous-mêmes grâce à un défi pour tester notre culture ludique. Et puis, en fin d'émission, on fera un retour d'expérience sur la session de jeu de jeudi dernier qui était à destination des étudiants Erasmus. Donc, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec donc notre grand format sur l'engagement. Donc déjà, c'est un peu un grand mot, l'engagement. Donc, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle quand on parle d'engagement? Jérôme, Nicolas. Jérôme. Le terme de l'engagement, enfin, c'est la condition nécessaire pour que la situation de jeu certainement se réalise. Parce qu'en fait, on a la possibilité d'avoir un artefact, un objet, un jeu que l'on va essayer d'invoquer. Mais s'il n'y a pas un engagement ludique, et ça, Jacques Henriot et jusqu'à Eric Sanchez aujourd'hui l'ont bien identifié, si on n'est pas sur une situation de jeu où les uns et les autres, on va être justement engagés, on va engager notre plaisir, notre attention, mobiliser tout notre dispositif cognitif, on n'est pas en fait dans un jeu. C'est vraiment ce qui va faire qu'on est ou non dans le plaisir. Et donc, c'est ce qui, pour moi, détermine même ontologiquement si on est en situation de jeu ou pas. Donc, c'est vraiment une dimension essentielle et il ne suffit pas juste de pousser en disant, voilà, c'est un jeu, jouez, amusez-vous, pour qu'on ait quelque chose qui soit un jeu. Vous avez la même définition, Nicolas? Oui. Évidemment. Merci. Et donc c'est une notion, tu as commencé à me dire, qui est très théorisée déjà. Oui. Et qui l'a été progressivement, parce qu'en fait, au début, on s'est beaucoup intéressé à l'activité. Les Huizinga et Caillois, Joanne Huizinga et Roger Caillois, eux, ils sont plutôt intéressés dans leur définition à le jeu, c'est une activité qui fait que. Et en fait, c'est par les sciences mathématiques, par Van Neumann, le mathématicien économiste, et puis aussi celui qui a préparé la bombe atomique avec Oppenheimer. En fait, lui, je pense qu'il a un rôle fondamental parce que il a identifié qu'il y avait une disposition à la fois cognitive et psychologique à faire que l'acteur central dans la situation de jeu, c'est le joueur. Le joueur qui va avoir des choix stratégiques, il va s'engager. Et ensuite, c'est plutôt avec Jacques Henriot, donc là on est plutôt sur les années 80 et 90, où il y a eu d'ailleurs l'émergence des vraies sciences du jeu, je pense, en France, où les vraies sciences du jeu, je vais me faire rater, ça y est, je suis fichu. Mais ils sont peut-être plus là pour me... Mais en tout cas, avec Jacques Henriot, on a vraiment justement cette idée que le jeu, lui, il parle d'une illusion. Le jeu, c'est une métaphore, plus exactement, et cette métaphore, elle est construite et maintenue par l'engagement des joueurs et par l'attitude des joueurs. Donc en fait, on a une co-construction d'un univers fictif dans lequel on va se plonger. Et donc, ça dépasse vraiment les aspects très mécaniques et matériels qui pourront avoir, on va peut-être en parler plus tard, une importance. Mais dans un premier temps, vraiment, c'est ça. Et donc, c'est un sujet permanent d'intérêt dans les sciences pédagogiques de l'éducation, parce que nous aussi, on a des théories de l'engagement et de la motivation, et là, on peut renvoyer à tous les travaux, notamment de Roland Viot, pour citer les mastodontes de la question sur la théorie de la motivation en contexte d'éducation. En fait, au-delà des sciences d'éducation, dans l'industrie du jeu, en fait, c'est le sujet qui est central. Parce qu'en fait, pourquoi il suffit pas juste de faire comme dans les années 50 ou 60, de mettre un mauvais jeu dans les grandes surfaces et on sait qu'il sera acheté. Peut-être que maintenant, il y en a encore. L'idée maintenant est de faire en sorte que les joueurs aiment l'expérience qu'ils vont vivre,
et qu'ils puissent la partager. Enfin, et donc aujourd'hui, le premier facteur de promotion d'un jeu, c'est le joueur lui-même qui va en parler ailleurs. Et c'est ce qui va déclencher énormément de décisions d'achat, que ce soit pour le jeu vidéo ou pour même maintenant. Enfin, j'achète vraiment rarement un jeu sans d'abord avoir regardé un peu la vie d'autres personnes et voir quelle était voilà, leur expérience et mesurant un peu leur engagement, justement, je vais me dire, ça serait pas mal pour moi ou je passe. Et donc, même en termes de définition, est-ce qu'il y a déjà une différence entre l'engagement au cours d'un jeu en général ou dans un contexte pédagogique, en termes d'enjeu? Ah, c'est déjà une première bonne question. Oui, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être différencié. C'est-à-dire qu'on est engagé, mais en fait, ça veut dire que s'il y avait deux niveaux, c'est qu'il y avait on vit deux expériences un peu simultanément. C'est une expérience pédagogique, enfin son expérience d'apprenant et son expérience de joueur. J'ai envie de croire que si on est vraiment dans une situation pleinement de jeu, on a la totalité de l'expérience du joueur. Et donc, on est dans un engagement qui est parfaitement ludique. C'était ce que Jean Vial, au début des années 80, il disait qu'il parlait d'anti-jeu, justement, pas dans ce contexte jeu pédagogique et jeu pédagogique. Il disait c'est pas un jeu, c'est un anti-jeu, parce que par définition, le jeu, c'est une activité libre, fictive, séparée, improductive, voilà, reprenez Caillois. Et dans la situation pédagogique, on est dans le réel, on est dans le travail, on est peut-être aussi même voire dans l'effort. Et quelque part, si on fait une situation où on va mettre du jeu qui ne sera pas tout à fait un jeu et une situation d'apprentissage qui sera déjà moins une situation d'apprentissage, pour lui, il dit on ne joue ni n'apprend dans ce contexte-là. Et c'est pour ça qu'il disait, dès l'instant où on invoque, c'est Carole Moriras-Bousquet aussi qui disait, voilà, dès l'instant où on invoque ce concept de jeu, dans un contexte pédagogique, il est mort-né. Parce que ça fait comme si on allait à la pêche, voilà, avec un petit hameçon. Ça, c'est la leçon, ce qu'on veut qu'ils apprennent. Et puis, on met un appât, un petit ver de terre, ça, c'est le jeu. Et elle disait, voilà, ils vont venir, dans le meilleur des cas, ils vont manger l'asticot, mais pas saisir l'hameçon. Et donc, voilà, on n'a pas de situations qui sont réalisées. Donc, idéalement, et on peut ambitionner à essayer d'avoir cet objectif, d'avoir vraiment des jeux qui soient, des situations de jeu qui soient authentiquement des expériences d'engagement ludique. Et alors justement, comment on fait pour avoir une situation de jeu soit un jeu qui permet de créer cet engagement-là? Peut-être commencer par m'adresser à toi, Nicolas. Ouais. Pour toi, c'est quoi un jeu qui permet l'engagement? Qu'est-ce qui va faire qu'on va rester engagé dans une partie? Alors, ça peut être compliqué et simple. En fait, c'est difficile parce que c'est un team en quelque sorte. C'est-à-dire que des leviers vont fonctionner très bien sur des joueurs qui vont être absorbés dans un jeu et pas du tout sur un autre. Il y a quand même quelques règles, quelques cas qui reviennent, qui sont qui fonctionnent à peu près tout le temps. Par exemple, le thème d'un jeu alors ça va pas engager à long terme le joueur, mais ça va le faire rentrer dans le jeu, ça va le faire commencer à jouer. Alors il n'y a pas Damien, mais autrement j'aurais à nouveau citer Star Wars, sur un jeu Star Wars, donc ça peut déjà susciter l'intérêt, mais ce qui va, par exemple, moi, j'aime bien les jeux qui se renouvellent dans la partie. Des jeux qui, par exemple, qui vont modifier un peu les conditions peut-être de victoire au cours de la partie, qui vont un peu modifier les ressources disponibles, qui vont même introduire des fois des nouvelles règles de jeu. Il y a des jeux qui font ça. Tu as des exemples en tête? On a joué à le jeu dans le temps, là, j'ai oublié, c'est... Game Time. World of... j'ai oublié son nom. non, Game Time. Je l'ai même pas marqué. Time of Empires. Non, c'est pas celui-là que je pense. C'est sûr, on a des machines, on voyage dans le temps.
que j'ai bien aimé dans ce jeu-là, c'est que bon, là, c'est un jeu de baston-rouille qui est bien, mais en plus, il y a un truc à la fin, il y a un twist à la fin. Anachronie. Anachronie. Ah, d'accord. Ah, oui. On sait déjà qu'à la fin, à un moment donné dans le jeu, il va se passer quelque chose qui va modifier les règles du jeu, qui va modifier même le plateau de jeu. Et il y a une espèce de compte à rebours qui se met en place du coup, et on attend, on est un peu fébrile, et on se dit mince, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la partie, est-ce que je vais réussir à m'adapter, etc. Enfin, c'est ça, c'est proposer des choix aux joueurs pour qu'ils puissent à la fois faire sa tambouille, langage familier, mais en même temps le faire réfléchir sur ce qu'il va devoir faire pour s'adapter à ses collègues ou alors même au jeu en lui-même. J'ai pris des notes, mais elles sont nulles, j'arrive pas. Non, mais j'ai dit à Florine que j'allais prendre des notes. Mais bon. Je sais que sur Peut-être. les éléments narratifs, C'est ça, c'est que je suis d'accord. Enfin, c'est le premier point à mon avis. Le jeu, c'est comme on l'a dit, c'est une immersion. Et c'est d'abord les conditions de l'immersion. Et d'ailleurs, c'est parfois une faiblesse dans la façon dont on construit les jeux. Nous, vous qui nous regardez, parfois quand on construit un jeu, on enjambe très très vite cette phase narrative qui est pourtant essentielle. C'est une aventure qu'on va vivre, c'est une expérience, y compris sur un jeu tout basique, Tetris, des trucs qui tombent. C'est une histoire, il y a une histoire, il y a quelque chose qui a un début, une fin, il y a une progressivité. Là, il y a même une histoire d'ailleurs à côté, je crois, il y a une histoire. Ouais. Non, dans Tetris. Dans Tetris. Oui. Dans l'Anachronie aussi, voilà. Mais c'est Lana McDonado, voilà, qui a écrit une thèse, qui a soutenu, je crois, une thèse il n'y a pas longtemps, donc il n'était pas très loin de la soutenir, mais qui est d'ailleurs une version, ma thèse en 180 secondes, donc vous pouvez la regarder, et donc qui est justement sur toute la dimension et l'importance de la narratologie, justement, et du narrative design, donc d'avoir une pensée du jeu comme une expérience qu'on va faire vivre. Et donc, y compris sur un jeu analogique, sur un jeu de cartes, quelle va être l'évolution au cours de la partie. Et ça, c'est un facteur fort d'engagement, de réengagement dans la partie, en particulier si c'est long. Et en particulier si on veut qu'il y ait un renouvellement éventuellement de l'expérience. Donc c'est complètement manifeste dans les jeux de rôle, où évidemment c'est complètement vrai, mais même sur des situations de jeu très très courts, on va quand même avoir des rôles, et ces rôles ils ont des symboles, ils ont une importance, et ils vont pouvoir rejoindre éventuellement après, on peut en parler, des aspirations, voilà. Si le jeu il me fait faire des choses qui sont moralement en désaccord avec mes valeurs, ou au contraire si ça me permet d'exprimer toute puissance que je contiens et que j'arrive pas à exprimer dans la vraie vie, en fait le jeu, cette histoire-là va pouvoir me rencontrer, mais de la même façon que la littérature nous transporte, ou le cinéma, ou la musique, on est sur un objet culturel qui a cette dimension voilà, d'un discours qui se construit, qui s'étire. Et ça, pour beaucoup de joueurs, ce thème, l'univers, ça, cette diégèse, tout ça qu'on peut avoir, elle est importante. Et ce qui fait même des fois, il y a des jeux, on aime bien Twilight, enfin, il y a peut-être plus que moi qui aime bien Twilight Imperium, mais dans Twilight Imperium, J'allais en parler. tu allais en parler, et je vais peut-être laisser en parler, mais il y a même des fans qui ont utilisé le début d'histoire qui avait été construite par ça, et qui ont développé du lore, de l'univers. Il y a des romans. Ouais. Des romans, et voilà, parce que en fait l'objet, la métaphore justement que l'on crée, et elle s'arrête pas au moment de la fin de la partie, on continue d'avoir Surtout dans les jeux de rôle. Et Twilight Imperium, c'est aussi un jeu qui a, je crois, 25 ans, 30 ans. Oui. Donc il a eu le temps de... il a eu le temps de mijoter les plus anciens. Et même pédagogiquement, apporter tout ce lore, tout ce contexte, toute cette histoire, c'est un support qui est... Enfin, c'est de l'or, justement, pour le lore, ouais, voilà. C'est beau. Non, mais pédagogiquement, c'est ultra important, et c'est un support qui est indéniable là-dessus, quoi. Et qui parfois peut être bâclé. Et qui peut parfois, parce que justement,
moi, mon jeu, je l'ai bien en tête. Alors, il y a des joueurs à qui ça passera. Moi, je suis pas le type de joueur qui va lire les dialogues dans les jeux vidéo. Je suis pas, je suis pas- Ils vont les cinématiques. il parle les cinématiques, voilà, Arthur secoue la tête en disant c'est pas vrai. Mais il y a des profils et voilà, il y a une bonne partie des profils qui s'y retrouveront pas parce que si on les plonge pas, ils vont pas y aller tout seuls, ils se satisferont pas justement d'un autre élément, un autre facteur d'engagement. Oui. Et le thème, c'est très lié au graphisme du jeu. Ouais. Et un mauvais graphisme, pardon, ça peut désengager très facilement des joueurs qui vont pas comprendre en fait, ils vont pas comprendre les cartes, vont pas comprendre parce que le jeu est pas clair, parce que c'est une usine à gaz, que ça a été mal conçu. Et si c'est mal conçu, c'est clairement ça peut désengager très facilement un joueur qui va se perdre. Et on revient sur ce que tu disais, c'est la subjectivité un petit peu. Ah bah oui, pour tout, oui, de toute façon, on aime des jeux parce que on fait telle chose, etc. Enfin, et ici, autour de cette table, on a des jeux qu'on aime en commun et après, il y en a beaucoup qu'on n'aime même pas du tout. Qu'on n'aime pas en commun. Enfin non, qu'on n'aime pas, qu'on aime chacun, que les autres n'aiment pas. Et ça joue des fois à pas grand-chose. Mais même esthétiquement, on a des jeux où on n'est pas d'accord sur « Ah, ça c'est un jeu esthétiquement qui me plaît à moi, qui te plaît pas à toi. » Et parce que moi, j'ai un regard aussi sur à quel point, d'un point de vue des mécaniques de jeu, c'est cohérent. Mais c'est ça. Et du coup, il y a l'esthétique, mais il y a aussi tous les codes graphiques qui vont aider à la compréhension du jeu et qui vont aider à l'immersion dans le jeu et maintenir justement cet engagement tout le long de la partie. Et il faut plutôt peut-être justement s'assurer qu'il y ait une bonne construction graphique du jeu. L'esthétique en elle-même, peut-être qu'elle est un peu plus... Enfin, elle correspond à l'immersion dans l'histoire, mais c'est compliqué d'avoir des... Pas sur le long terme, de toute façon. C'est peut-être la distinction entre le plaisir et l'engagement. Dans vos phrases, il y avait un peu ces deux aspects-là, j'ai l'impression. La question des codes graphiques qui va servir à l'engagement. Ouais, qui va aider à l'immersion en fait. Les deux, enfin c'est les deux là, le plaisir et l'engagement. Le plaisir va être avec la mobilisation du jeu, parce qu'après on peut se faire engager pour plein de trucs. Hein. Si je vous mets un pistolet sur la tempe, vous allez jouer. Hein, voilà. Vous allez être engagé en disant voilà si vous perdez, je vous tue. Bon bah. Pareil, pourquoi je dis ça devant lui. Mais c'est enregistré. Au secours. 8 mois des campagnes électorales. Et donc, mais toujours est-il que la particularité de l'engagement par le jeu, c'est justement que le plaisir, il va venir être la source de ça. Donc il y a l'immersion. Ici, là, vous parlez en fait de tout ce qui va être UX design, l'expérience utilisateur telle qu'elle va être conçue, aménagée. Et ça peut être des choses qui peuvent vraiment contrarier. Donc, et encore plus, j'ai envie de dire, dans les jeux vidéo, où on n'a pas l'espèce de support, soutien immédiat des autres qui peuvent dire non mais ça c'est pas grave, c'est un peu mal fichu, mais tu vois, tu peux le retrouver ici. Le nombre de fois en jeu vidéo, et ceux qui en ont fait davantage que moi pourront témoigner, que quand il y a une interface qui est mal pensée, qu'on est obligé de faire 8 clics pour pouvoir accéder à sa trousse de soins, voilà, et qu'il n'y a pas de raccourci ou ce genre de truc pénible. Une question, si vous voulez, c'est Lightlife qui nous demande, donc il dit que cela dit, on peut parfois passer outre une esthétique qui nous déplairait, si une mécanique nous captive, et donc sa question est la suivante, l'engagement en est-il forcément un mot esthétique? Peut-être reformule un petit peu la question. Donc, on a une question dans le chat, merci Lucie. Donc, est-ce que pardon, parce que la question était assez longue, tu peux me la redire en 2 mots? Parfois, on peut passer outre une esthétique qui nous déplaît, un jeu qu'on ne trouve pas beau ou pas à notre goût, oui. parce qu'on est captivé par une mécanique. Et du coup, est-ce que, à la racine du problème de désengagement, c'est pas plutôt des mécaniques plutôt qu'une certaine esthétique? Donc la question repose sur un dipède plus fort au cas où sur est-ce qu'on peut passer outre une esthétique qui nous déplaît si on est passionné par une mécanique c'est là en fait de toute façon il y a donc je pense le modèle médial d'Olivier Caïra, il est intéressant pour ça parce que donc il identifie un certain nombre de facteurs d'engagement dans le jeu et parfois, d'ailleurs même, il intègre quelque chose qui est intéressant, ce qui est le facteur d'engagement dans le jeu et hors jeu. Et puis, il y a le sous-engagement et pendant la partie et en dehors de la partie, et le sur-engagement et le sous-engagement. Donc, ce modèle, il est intéressant.
le modèle médial d'Olivier Caillera. Donc il identifie plusieurs choses. Et la partie mécanique est effectivement la façon dont le jeu se joue. Il y a des joueurs, je crois un peu en faire partie, des joueurs qui vont d'abord jouer pour le plaisir d'avoir des belles mécaniques. Ou d'avoir des mécaniques qui sont cohérentes, logiques, des conditions de victoire qui vont faire qu'à la fin je gagne. Et donc ça, c'est un bon jeu. Mais d'avoir un équilibre, d'avoir une cohérence. Et ça, c'est l'un des aspects aussi très très forts. À la fois, je pense, la mécanique, plus exactement la mécanique d'ensemble méta, puis aussi l'ensemble des mécanismes qu'on peut avoir, ainsi que certainement la progressivité des actions qu'on peut faire. Je parlais il n'y a pas très longtemps du jeu Magic. Magic, il a dans ses mécaniques quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est un jeu où on construit des cartes, on joue. Mais ce qui est sympa, c'est qu'au cours d'une partie, la complexité augmente. C'est-à-dire que sur les premiers tours, j'ai peu de cartes, j'ai peu de choix, j'ai peu de ressources, j'ai peu de mana. J'ai pas beaucoup de possibilités de faire grand-chose. Et au fur et à mesure, les derniers tours sont très, très, très tactiques. Voilà, c'est très complexe de bien jouer la fin de partie à Magic. Et je peux être à 20, à 1 point et l'autre il est à 20. Et si je gère bien mon dernier tour, je peux l'éliminer. Et parce que mais par contre, c'est compliqué. Et la complexité, elle a été aussi pensée. Et ça, c'est pareil. Ça fait partie, ça alimente les mécaniques intéressantes, engageantes dans le jeu. N'est-ce pas? Tout à fait. Non, mais le graphisme, c'est. Tu reviens sur le graphisme. Oui, mais non, parce que c'est pas essentiel, mais c'est une accroche, quoi. C'est quelque chose qui peut. Mais on peut tomber amoureux d'un jeu parce qu'il y a une mécanique de jeu qui vraiment fait sens et on imagine plein de choses avec cette mécanique. Et puis voilà, c'est pas. Sur un jeu comme Tigre Euphrate, un jeu que j'adore, de Reiner Knizia, qui est maintenant un jeu assez, qui a 25 ans. C'est un jeu qui n'est pas foufou au niveau esthétique, c'est pas très très beau, c'est assez aride. On met des tuiles de couleur rouge, vert, bleu ou noir. Bon. Il y a des petits bonhommes dessus, mais on voit, enfin moi je vois pas. Mais pour autant, c'est quand même un jeu qui engage énormément avec une communauté de joueurs qui vont y revenir parce que justement là. Le top, c'est quand ça nourrit l'un l'autre, et le flop, c'est quand l'un va pas être suffisamment bon pour pouvoir compenser l'autre. Ouais. Magna Graecia, par exemple, c'est un jeu que j'aime bien, mais il est injouable parce que c'est une carte jaune avec des tuiles jaunes, orange et marron clair. J'y vois rien. Et aussi des jeux qui sont beaux, mais dont les mécaniques de jeu ne font pas écho avec l'esthétique. Ça peut aussi arriver ou le thème, etc. Des fois, il y a des jeux ça arrive, des jeux qui sont super bien produits, etc. Il y a une mode, il y a une mode de jeu maintenant sur les sites de vente de jeux. Vous voyez, il y a un petit truc matériel premium. Maintenant, on parle de matériel premium, machin. Et mais des fois, ça fonctionne pas. Les mécaniques de jeu, elles sont pas raccord avec à quoi on joue. Enfin, c'est Tapestry, par exemple. Et on s'était dit que dans un des facteurs de désengagement ou d'engagement, ça pouvait être aussi la question sociale, et notamment le fait d'avoir certains codes de jeu au cours d'une partie. Ça, alors, je reviens toujours sur Olivier Caillera. Ça, c'est ce qu'il appelle, c'est notamment, je pense, ce qu'il peut mettre derrière la dimension de ludologie. La dimension ludologique, c'est-à-dire, soit d'un côté, le plaisir qu'on va avoir à être en train de jouer et puis de pouvoir faire des connexions avec d'autres jeux. On adore faire ça. C'est comme des fans de foot qui, voyant un match de foot, vont se remémorer des parties précédentes, des styles de joueurs. Tiens, lui, il fait semblant de tomber comme un autre. Enfin, voilà. Donc, ils vont avoir de la même façon, on peut avoir ce type d'expérience qui va nous engager et qui vont faire que c'est sympa et de jouer en plus avec un certain type de groupe. C'est parce qu'on sait qu'ils vont pouvoir apprécier, rebondir sur tout ce qu'on va pouvoir dire. Et à l'inverse, ça peut être un facteur très désengageant, de se dire, j'ai pas le vocabulaire, j'ai pas les références, j'ai pas les codes, j'ai pas cette culture ludique, ou j'ai pas des fois même Gaël Gisson parle de littératie ludique et vidéoludique, c'est-à-dire, ça me plairait bien, moi, de faire un jeu avec vous, mais ça marche comment, votre manette, là je suis obligé de regarder où je mets les doigts, je fais comme si j'étais super fort, mais en fait, il y a plein de jeux où je suis comme ça, et effectivement, il y a des typologies de jeux où, quel que soit le jeu, si on en a fait 3-4, on va pouvoir se déplacer. Enfin, c'est pareil, la coordination, clavier-souris, ce genre de choses. Mais ça, c'est des éléments
qui font que pour apprécier le jeu, on a besoin d'avoir quelques éléments de culture préalables. Et c'est dommage parce que c'est presque souvent les meilleurs jeux, de mon point de vue, qui sont souvent les plus exigeants. Si je regarde les jeux qui me plaisent le plus, c'est des jeux où pour les apprécier, il faut avoir fait souvent plusieurs parties. Si on reprend un peu tous les facteurs qu'on vient d'énumérer, comment, si on veut engager des étudiants dans un contexte pédagogique, on peut... Ah, il en manque, à mon avis, il en manque encore. Fallait pas m'inviter. Il n'y a pas Damien, voilà. Non, mais voilà, il y a le côté de l'immersion, la diégèse, l'histoire, il y a le côté de l'esthétique, artistique, j'embrasse même parfois de l'émotion qu'on peut avoir juste à jouer. Le petit jeu là, que tu adores sur le Codex Naturalis, qui est un petit jeu de cartes, c'est vraiment pas mon type de jeu. Mais je sais pas, il y a de l'or à moitié, c'est joli. Là, vraiment, c'est un jeu que j'aime bien faire parce que le plaisir d'avoir les. Il faudrait qu'on les mette sous sleeve d'ailleurs, je pense que ça lui un peu. Parenthèse. Sous protection plastique. Il y a les dimensions propres aux joueurs. Et donc là, la propre disposition, comment dire, psychologique du joueur par rapport à son circuit de la récompense, à son circuit qui va faire. Donc ces leviers. Donc globalement, le neurotransmetteur, l'hormone et neurotransmetteur du plaisir, c'est la dopamine. Voilà, c'est géré au milieu de notre petit cerveau, là-dedans. Et ça, en fait, ce petit circuit qui va se mettre en place, il est différencié suivant les uns les autres. Il y en a certains qui vont davantage avoir des circuits de la récompense lorsqu'ils vont mobiliser une partie plus réflexive, le cortex néofrontal, ou d'autres qui vont être davantage sur quelque chose qui sera sur une expérience liée à l'émotion forte, le frisson, d'autres, ça sera par rapport à de l'émotion. Enfin, on peut avoir plein de circuits qui sont différenciés et qui sont parlés dans les contextes neuroscientifiques. Voilà, on a des typologies de joueurs qui font que basiquement, pour reprendre vraiment le schéma très très basique de Bartle, avec des gens qui aiment bien gagner à tout prix, ceux qui aiment bien finir les jeux à tout prix, ceux qui adorent explorer, ceux qui, on n'a pas parlé, il y a l'expérience sociale. Parce que, en fait, des fois, on passe un bon moment, puis il y a quelqu'un dans la table, je te montre, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, qui tout d'un coup, parce qu'il... Non, c'est pas du tout le cas. Mais on a des fois des joueurs, ils nous font sortir. En fait, Magic, qui est un super jeu que j'adore beaucoup, mais c'était pénible de jouer avec des joueurs de Magic, c'est pénible parce qu'ils sont à pleurer toutes les 2 secondes puisque la règle c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Pardon si vous êtes joueur. Mais c'était dans des tournois aussi, c'était dans une. Non, c'est tout le temps. Les joueurs de Magic sont des petits râleurs. Moi j'ai beaucoup joué à Magic, mais moi aussi. J'ai joué avec mes amis et ça se passait très bien. Mais dans un tournoi, forcément, on râle sur les règles tout le temps. Tous les tournois, on râle sur les règles. C'est énorme. C'est partie du jeu. Mais le profil du joueur et la façon dont, ici, là, connaître, si on veut se projeter sur la situation de classe, connaître les profils d'engagement de ces joueurs, il y a des tests qui existent. Nous, on utilise celui de Nikki, parce que je trouve qu'il est intéressant, parce que il catégorise à la fois, on peut faire le test soit côté jeu vidéo, soit jeu analogique, jeu de plateau, c'est intéressant, parce qu'en plus, il y a une énorme base derrière avec des centaines de milliers de répondants, donc ce modèle nous intéresse, mais de se poser la question du profil de ces apprenants et découvrir qu'en fait, on a une ventilation qui fait que le plaisir n'est pas le même. Et par conséquent, quand on met un jeu, tout le monde ne sera pas à la même intensité, au même niveau de plaisir, et on aura nécessairement des gens qui diront c'est pas ma tasse de thé. C'est quoi l'expression? C'est pas ma. Oui, Ce que je veux dire, c'est pas ma cam, mais je me suis dit, c'est pareil. Déjà que j'ai menacé, je suis plus qui en émission. Mais je l'ai dit quand même, mince. Donc, est-ce qu'il y a des conseils, des choses à avoir en tête pour appliquer un peu ces conditions d'engagement au contexte pédagogique? Je n'ai rien à d'autre. Vas-y. Ah non. Non, mais alors c'est un sujet que j'adore, j'avoue. Mais en fait, c'est vrai, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le questionnement que j'ai presque, on va dire, depuis ma naissance. Je m'interroge vraiment sur ça. Pourquoi moi, je m'amuse et pas les autres? Ou inversement, pourquoi ils s'amusent et pas moi? Et cette question-là, elle est
Enfin, j'adore l'explorer, et en particulier voilà, dans un contexte d'apprentissage, parce que de fait, on est la même chose. Pourquoi il y en a qui, quand je fais un cours descendant, ils s'y retrouvent? Pourquoi finalement, quand c'est un truc avec des activités de groupe, il y en a qui vont aimer, pas d'autres? Enfin, cette différenciation, elle est permanente. Et l'Eldorado, justement, qu'on essaye d'avoir, c'est de trouver le jeu qui plaît à tout le monde. Et ben, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. On aura quelque chose qui plaira davantage à certains qu'à d'autres. Et on en aura même qui peuvent jouer avec le plaisir de l'apprentissage. De se dire, parce que dans le jeu, j'apprends un truc, je vais m'accrocher et continuer à jouer. Et ça, on l'a parfois sur des joueurs qui vont rester engagés parce qu'il y a une difficulté. Il y a des styles de jeu qui sont vraiment basés sur ça, sur des jeux qui sont très complexes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les jeux simples, pas très compliqués, mais très très profonds d'un point de vue stratégique. Mais il y a des joueurs qui vont adorer des jeux qui sont immédiatement très techniques, très sélectifs, et qui savent qu'ils vont devoir jouer des dizaines et des dizaines d'heures avant d'avoir un niveau un peu acceptable dans l'e-sport. C'est ça. Si là, je me dis, demain, je vais être bon à un jeu d'e-sport, bon, bah, je sais que je vais devoir investir des centaines d'heures. On avait interrogé Ferrypix, qui a été champion du monde sur Rocket League, qui est pareil en solo et en duo, et même peut-être en trio, je suis pas si sûr. Et toujours est-il on lui a demandé mais combien d'heures tu as joué? Il dit, oh, je sais pas trop, mais 13 000, quelque chose comme ça, 13 000 heures de temps de vie à jouer un jeu pour. En fait, ça, ces pour valeurs-là, il faut toujours les ramener au temps, au vrai temps. 13 000 sur 10 ans, ça va, mais 13 000 sur un an. Sur une semaine, sur une journée. C'est bien compliqué. Ouais, mais non, après, je sais, mais globalement, je pense que c'est pas complètement délirant par rapport aux autres ordres d'idées. Donc là, l'investissement, c'est un genre qui est devenu professionnel et il y en a très peu. Donc, voilà, mais typiquement, ce genre de jeu, Rocket League, au bout de. Voilà, j'ai dû en faire une cinquantaine d'heures, ce qui me paraît compliqué. J'ai honte. Non, c'est pas ça, c'est que je suis toujours pas terrible. Ah oui. C'est-à-dire, voilà. C'est du foot. Mais c'est du foot, mais c'est qu'une voiture. Donc, mais ça, c'est des choses qui peuvent être des facteurs d'engagement. Et des fois, en fait, ça peut être une erreur de se dire, je vais les engager en faisant un truc facile. La difficulté et l'effort, c'est pas forcément un souci par rapport à l'engagement. Parce qu'on veut dire, des fois, ça peut même être la source, le plaisir qu'on a à aller faire un footing, à en baver et tout, à marcher des kilomètres sous la pluie. Des fois, ça, c'est des choses qui peuvent être des vraies sources de plaisir. Et donc voilà, donc c'est tout cet ensemble-là qui constitue voilà, la dimension d'immersion, la question de la mécanique du jeu, l'équilibre des règles, l'engagement personnel du joueur, l'expérience esthétique, la possibilité éventuellement d'apprendre quelque chose, ou même il y a des joueurs qui voilà, se disent tiens, j'aimerais bien aller au bout du jeu qui vont continuer le jeu parce qu'ils apprennent des choses sur ils ont le sentiment d'apprendre quelque chose. Après, je ne sais pas si c'est vraiment un apprentissage. Des fois, on me dit ça par rapport à des types de jeux comme les Assassin's Creed. À voir si c'est pas accompagné, je ne suis pas certain. Mais... Donc, je n'ai pas répondu à la question. Je suis lycéen. En partie. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Ah, il y avait les conseils, c'était ça. Oui, c'était sur les conseils, donc tu réponds en partie. On a une suggestion de jeu, c'est laquelle qui nous partage un jeu vidéo qui voulait la trouver engageant dernièrement, c'est Slay the Spire, un jeu qui mêle le deck building et roguelike. Oui. Et du coup, le deck, je pense qu'il y a matière à prendre des éléments de la structure du jeu pour créer des jeux évolués. Ah oui, ok. Oui. Nicolas, si tu veux. Moi, j'y ai pas joué, mais je peux. Reprends un peu la question. Un conseil de jeu, Slay the Spire, qui est un jeu de deck building et c'est un roguelike. Un roguelike, c'est j'ai une vie et je voulais le plus loin possible de ma vie. Et qui est un conseil de jeu engageant. Ouais, bah oui, mais alors j'ai jamais joué à Slay the Spire. Je connais, mais jamais joué. Donc, je peux pas dire si je serais engagé, si c'est engageant, mais je connais. C'était un jeu qui a eu un succès assez. C'est un jeu indépendant, c'est un petit jeu qui a eu un succès assez phénoménal. Et je crois qu'il y a une suite qui est
narration. Par rapport à l'engagement, alors je ne parle pas de ce jeu-là en particulier, il y a une dimension éthique à avoir à l'esprit, c'est-à-dire qu'on cherche à engager, mais enfin, dans un contexte pédagogique, mais on ne cherche pas à engager à tout prix. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un Candy Crush, parce que Candy Crush, c'est quand même globalement débile. Enfin, Mais c'est engageant. désolé pour les... Mais c'est ultra engageant. Oui. Et là, ça pop partout. Je suis toujours aussi nul du niveau 1 au niveau 72. Je passe des heures, j'ai des petites récompenses, des machins. Alors moi, ça se perçoit peut-être, j'aime pas trop ces jeux-là. Mais, C'est les jeux mobiles, en fait. mais ces jeux-là, ici, on joue à fond sur la récompense très rapide, très immédiate. Alors, on te donne des petites piécettes, renfort sonore, et en fait, on commence comme un chien de Pavlov, là, je suis content, et puis le lendemain matin, vite, faut que j'aille faire ça. J'ai des enfants qui adorent ce C'est type des de jeu, techniques, alors je les désinstalle au fur et à mesure. C'est des techniques de jeux mobiles, en fait. Ouais, c'est c'est vraiment assez un format qu'on ne voit que dans les jeux mobiles. C'est des mécaniques de jeu de casino, Vampire Survivor, c'est pareil, c'est un mec. Vous devriez avoir un micro là-bas. Oui, Ça, je l'ai, c'est Vampire Survivor. Vampire Survivor, c'est ça, c'est un jeu de casino qui a repris une mécanique qui a... Arthur nous parle de Vampire Survivor. On nous dit que c'est des mécaniques de jeu de casino. Ouais, ce jeu de casino, bah, on essaye de recréer les conditions de l'addiction au jeu d'argent, y compris avec quelque chose qui est pas vraiment monétisé. Mais d'ailleurs, souvent sur ces jeux-là, ça l'est un petit peu quand même. C'est-à-dire que justement, c'est ça, où ils nous engagent tellement que on est tellement captif de leur environnement, de notre progression, que bah, on va vouloir acheter le petit token, acheter la petite skin mais voilà, c'est assez creux. Et dans un contexte pédagogique, j'espère que c'est pas notre ambition. En fait, si c'est pour les engager de cette façon-là, c'est malsain dans le meilleur des cas, quoi. Voilà, je pense qu'il y aurait, on n'est pas très loin de la faute professionnelle si on faisait un Candy Crush. Voilà, enfin, faut essayer. On vise le développement personnel et intellectuel et critique de nos étudiants, nos apprenants. Donc quelque part, si on cherche à les engager, justement, là on tomberait dans les critiques légitimes des années 80 des sciences de l'éducation, en disant ah non, le jeu. Voilà. Donc non, c'est plus du jeu, voilà, on va à la pêche à la ligne, donc on les piège, on parle parfois de la pédagogie invisible, voilà, pour parler de ça, Michel Lavigne, qui a une vision assez critique de la gamification dans les apprentissages, il a cette perception, cette vigilance très juste de dire attention, on ne peut pas, c'est pas parce que ça marche qu'il faut le faire. Et donc, l'engagement doit être au service de notre objectif pédagogique. Et de notre objectif pédagogique, c'est pas de faire des clients. On n'est pas, je ne vais pas donner le nom de supermarché, mais d'autres vendeurs, que sais-je. Mais voilà, on ne cherche pas, nous, à vendre un produit, à les fidéliser. Et au contraire, à la fin de mon activité, j'ai pas envie que la nuit ils pensent à moi, que le matin, j'ai pas envie de surtout pas. La question du clientélisme, elle est intéressante même au-delà de la ludopédagogie, dans le rapport à l'enseignement aujourd'hui et aux attentes des étudiants aussi. Donc c'est important effectivement d'arriver à faire la distinction et de la présenter d'emblée, j'imagine. Ah oui, et puis d'utiliser ce levier pour ce que c'est, de créer les conditions dessus. Et je rassure, hein, c'est pas parce qu'on fait un beau jeu et autres que tout de suite on est en train de on a changé nos étudiants en addicts à notre truc. Puis dans les faits, c'est la formule magique, elle est quand même dure à trouver. Hein. C'est pour ça aussi, ce qui est un peu rassurant, c'est que heureusement on ne bascule pas aussi vite. Et je connais peu de gens, peu d'enseignants qui ont réussi à ce point à rendre leurs étudiants complètement accros à un dispositif de jeu. Voilà, ça fonctionne. Il faut que à la fin de l'usage, il passe à autre chose. Je ne cherche pas. Le jeu est un outil, une ressource au service de l'objectif. On va peut-être s'arrêter sur cette belle synthèse. Le jeu est une ressource au service de l'objectif. Tu avais noté des choses? Avec Gloomhaven. Alors, par exemple, toi, tu as un super jeu que tu disais que non, mais si, on n'en parle jamais de Gloomhaven, alors que c'est un jeu relativement moyen, tu me disais? Non, parce que il y a une distinction que je trouve qui est aussi sur l'engagement à court terme et l'engagement à long terme. Parce qu'il y a aussi l'engagement pour rejouer. À quel point je vais engager un joueur pour qu'il ait envie de rejouer à mon jeu, parce que c'est aussi un problème quand on fait un jeu, c'est les gens font une partie à notre jeu, bon, c'est un peu triste, quoi. Et il y a des jeux qui le font très bien, Gloomhaven, Masterpiece,
chez Dress, qui est un jeu qui va dévoiler de nouvelles mécaniques et de nouveaux potentialités de jeu au fur et à mesure qu'on va jouer. Et là, on parle pas d'une partie voilà, un jeu, on y joue 3-4 fois, on joue 8 heures. Une campagne de Gloomhaven, c'est presque 200 heures de jeu, quoi. Donc c'est vraiment un engagement sur long terme. Je crois qu'il y a 95 scénarios. J'avais posé la question d'autres fois. Et c'est pas juste, je vous fais jouer à une partie. Voilà, non, c'est vraiment comment je vais faire pour que vous ayez envie de rejouer à mon jeu et très longtemps. Et là, c'est vraiment des mécaniques où je vais introduire de nouvelles choses sans arrêt dans le jeu pour que on soit toujours à chercher le petit nouveau truc. Et pour rebondir sur Magic, moi j'aime bien le truc, quand j'y jouais, je me disais, mais en fait, ce jeu-là, c'est le jeu auquel je joue le moins, mais auquel en fait, je passe plus de temps à pas jouer qu'à jouer, en fait. Ouais, le méta-jeu. Voilà, c'est le méta-jeu. C'est vraiment à quel point je pense au jeu, je fais mes decks, etc. Et après, je fais une partie, je me prends une tôle, et puis, je repasse mon deck, il va pas du tout. Donc, c'est vraiment ce genre de jeu où on va passer plus de temps presque à pas jouer qu'à jouer. Et juste pour parler de Twilight Imperium, parce que Twilight Imperium, il y a une mécanique qui est très bien dans le jeu, c'est le Sénat. En fait, quand on joue à Twilight, il y a une mécanique qu'on n'a pas dès le début parce qu'on n'a pas pris la tuile. Mécatolrex. Mécatolrex, voilà. Et ça, du coup, c'est vraiment c'est une nouvelle mécanique de jeu qui arrive dans le jeu. C'est une nouvelle phase de jeu et en plus, les votes peuvent modifier les règles du jeu. Donc en plus, ça peut changer les stratégies des joueurs et ça peut vraiment changer la façon dont on va jouer dans le jeu. À contraire de Tapestry, par exemple, qui est très prévisible. En fait, quand on joue à Tapestry, enfin, c'est mon avis, hein, mais on n'a aucune surprise quand on joue, en fait. On sait, en fait, on voit le chemin qu'on fait sur les lignes Technologie, ouais. Technologique, je sais pas quoi. Et en fait, on n'a aucune surprise. On passe à César. On sait déjà ce qu'on va tracer et ça le gameplay du jeu n'est pas renouvelé. Enfin voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de. Tu peux penser, enfin, la surprise, c'est potentiellement d'avoir une nouvelle nation, je crois, que tu pourrais avoir. Ouais, ou tu lances vas sur des une piste, fois. ouais. Mais c'est vrai que d'un point de vue narratif, c'est faible. En plus, oui. Alors que c'est un jeu de civilisation, hein, c'est quand même. Parce que la narration, moi j'avais mis un triangle sur ma. C'est super important. Il y a des jeux qui sont quasiment que basés là-dessus, comme les jeux de rôle, par exemple. La narration, ça peut être un levier très fort d'engagement des joueurs. C'est raconter une histoire. Il y a eu des jeux, il y a un renouveau en ce moment du livre dont vous êtes le héros, qui était dans les années 80, 70-80, qui était cartonné à fond, et qui a été réadapté aux jeux de société, en fait. Et il y a des jeux de société qui se basent que là-dessus, où on va arpenter une carte, donc on va découvrir la carte, et en même temps, on va nous raconter une histoire, faire des choix dans l'histoire qui ont voilà, un livre comme ça Ouais, dernièrement, on a testé Robin des Bois. Voilà, et le maître entre guillemets, enfin celui qui c'est Tainted Grail, qui est une revisite du mythe du roi Arthur, façon Dark Souls, tout ça, avec des morts, c'est dark. Et voilà, c'est des jeux comme ça qui vont baser leur mécanique principale, c'est de raconter une histoire. En fait. Ben, Voilà. Merci pour ces beaux exemples. Ouais, je vous en prie. Merci à tous les trois. Alors, on va peut-être se réengager un petit peu nous aussi, donc grâce à un petit défi que je vous propose. Petit défi en 2 manches. Donc, pour la première, vous allez devoir deviner de quel jeu on parle à partir d'une de ses mécaniques principales. Ça, c'est un buzzer, c'est ça? C'est pas un buzzer, c'est pas la deuxième manche. Pardon, depuis tout à l'heure. Vous l'utilisez comme buzzer. Donc, je vous donne une de ces mécaniques principales et je vous donne une compétence qui a été identifiée par justement des joueurs qui ont testé auparavant et qui ont rempli qui ont rempli nos fiches d'analyse de jeu qui vont servir à notre base de données par la suite. Excellent. Si vous avez du mal, je vous donnerai des indices. Donc, vous êtes prêts? D'accord. Donc, c'est un jeu qui permet de comprendre les mécanismes d'offre et de demande dont la mécanique principale est l'enchère. Fukenschlag? C'est bien Fukenschlag. Alors, Trader, Alors, c'est tout à fait possible. Friedman Priseux, mais cela dit, oui, c'est. Donc, Trader, je sais pas trop, Friedman, ouais, un peu. Si, parce que tu achètes Une ablette, ouais, moins. Quoi. Ouais, Fukenschlag. Fukenschlag, qui est un excellent jeu. Fuken, Haute tension en français. Et mégawatt, non, mégawatt en français. Non, haute tension. Haute tension. Haute tension, mégawatt en anglais et Fukenschlag en allemand. Et non, je vais pas faire inventer un mot en chinois. Et donc,
Oui, donc c'est un excellent jeu et avec un système de gestion. En fait, plus on consomme, moins il y en a et plus ça devient cher. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien fichu dans la mécanique de jeu. Et qui sensibilise à la question des énergies, Ouais. et de la gestion des ressources. Et pour gagner, il faut du nucléaire. La plupart du temps. En France, ouais. Alors, 1-0. 0-0. c'est un jeu qui permet, je cite, d'apprendre à gérer un nombre fini de ressources dans un contexte concurrentiel. L'une de ses mécaniques principales est la collection. Dice Forge, Je ne pensais pas à celui-ci. c'est pas mal pourtant. C'est un jeu de 2014. Ah, alors attends, 2014, ça c'est chez moi ça. Alors, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Un jeu de collection qui permet d'apprendre à gérer un nombre fini de ressources dans un contexte concurrentiel. Je crois que c'est Damien qui avait trouvé cette compétence-là. Un nombre fini de ressources. Moai, ça pourrait être un peu ça, mais il n'y a pas de dimension concurrentielle. Bah, un nombre fini de ressources. Il y a plein de jeux où on ne peut pas faire ce qu'on veut dans un contexte concurrentiel. En 2014, j'étais pas né. Donc. Le Havre. Non, on peut y jouer entre 2 à 4 joueurs. Ouais. Et ça dure 30 minutes environ. Alors, ça, c'est C'est un petit jeu. Vous avez des suggestions dans Ça serait quoi là, refait? la compétence? Ouais. Gérer un nombre fini de ressources dans un contexte concurrentiel. Si c'est Terraforming Mars. Non, c'est un peu plus tard. Non, c'est plus non. Et c'est plus tard et c'est pas 30 minutes. Je devrais le trouver, moi. Je suis sûr que je devrais le Ça, trouver. c'est des familles de jeux, Ouais. ta durée. Ça C'est t'aime bien pas en duré, plus l'économie c'est de ça. marché. Au bout d'une C'est un demi-heure, je suis dernier plus concentré. Là. Alors, la couleur de la boîte? J'avoue. Dernier Ah, indice, vache. il existe une version duel. C'est Man Brothers? Non, c'est pas. Je pensais que j'aurais dit de technologie. Il y a Une une- version duel. Ouais. Alors, des Ah, versions. c'est pas Splendor? Oui. Ah, Splendor. 30 minutes à 4 joueurs, faut entre quand 30 et même. 45 minutes. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite, mais faut pas avoir un joueur lent. Il est pas là. Bravo à vous. Est-ce que vous voulez une dernière question comme celle-là ou on passe à la deuxième? Ah oui. Ouais, la petite dernière. Le public Vous êtes demande. tranquille. Et puis l'histoire que tu marques un point. Et... J'ai marqué un point là. Non, ah. Oui. Moi, j'ai pas. Ah, mais c'est pas l'histoire que Allez, tu marques un on va point. pardon. Je suis au bout d'une demi-heure. Notre dernier jeu permet de comprendre le processus d'innovation en contexte universitaire. Newton. Oh là là. Une de ces mécaniques J'aurais étant trouvé l'arbre de incroyable. technologie. Donc de 1, félicitations. Merci. La deuxième manche, elle peut être un peu plus coopérative. Ah, voilà, tout de suite. On a commencé à s'amuser, puis là, ça me désengage le mot coopératif. Là, c'est Bah, c'est coopératif. intéressant, ceci. Ça aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Ouais. On en a pas Mais parlé. le Le type de jeu, coopératif ou non, ça peut engager. Et toi, par exemple, Nicolas, tu es plus engagé sur un jeu coopératif. Ah oui, moi je crois. j'adore les jeux coopératifs. Après, la bagarre, ça peut aller. Mais jeu coopératif, oui, la bagarre. En fait, ça dépend si le jeu coopératif permet vraiment d'avoir une coopération où chacun est utile et chacun a un rôle et chacun. Tout à fait. Voilà. Mais je pense que vous allez Il y a être tous un les hybride. trois satisfaits parce qu'il y a de l'esthétique de jeu, il y a de la compétition parce qu'il faut savoir repérer, Mais identifier. me dis pas, moi, je Il suis y a pas le- compétiteur. Il y a le Et il y a la semi-coopératif bagarre. que j'aime beaucoup. Et ben, on peut le penser comme quelque chose de Il y a semi-coopératif. la coopération avec chacun des objectifs personnels. C'était quoi le jeu coopératif Ou où là- Nemesis. C'était Nemesis, Ouais. ouais, c'est ça, t'aimes bien ce jeu, type de jeu coopératif. Ouais, où il avait pas, t'avais pas été du tout de coopératif. On est Non, d'accord. on a perdu dans tout. Ouais. On a explosé, on a tous perdu. Vous avez devant vous des boîtes. Dans ces boîtes, il y a des jetons ou des éléments de différents jeux. On va pouvoir les ouvrir. Et je On nous vais pouvoir coupe on peut les ouvrir, vous avez les mêmes chacun. Ah d'accord. On va pouvoir les montrer Ok. à la caméra. Ça, c'est Robin des Bois. Yucatan. Ah, ça, c'est. Et donc, vous avez deviné, il va falloir identifier. Terracotta Army. Alors où est-ce qu'on les pose? Je vais les poser là. Est-ce qu'on met un petit totem pour les télévisateurs? Ça, c'est Marvel Ça, c'est Villainy. des belles. Regardez, ça c'est quand même c'est beau, c'est de la. Non, c'est Terracotta Army. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien Robin des Bois. Oui. Robin des Bois, est-ce qu'ils qui vont. nous permet de courir, voilà. Ça, c'est le Villainous Marvel, je sais pas quoi. Tout à fait. Ça, c'est Everdell. Bien joué. Et le petit caillou Oui, d'Everdell. Everdell à vous. C'est vrai. Il en reste 2, je crois. Ça, Ah, c'est 3. pas Catan, C'est pas- non Rescue Polar Bears. Oui, les magnifiques petites. Ah, ils ont trop mimi, oui, c'est vrai. J'aime pas jouer. D'ours polaire. Et ça, c'était Yucatan, vous l'avez fait? Non, Ah, c'est c'est pas pas Yucatan, Small mais World, Nicolas. Ça, a c'est. trouvé. C'était. C'est les mêmes Marvel, Marvel, Villainous. Villainous, Ah Marvel. oui, d'accord. Ça, c'est pas Small World. Non, Non. Ah non, bah c'est son jeu préféré, ça. oui. Attention, tu peux le trouver.
Ah, c'était Pestri. C'est ta piste. Je lance ça avec dédain, je suis désolé. Pas de dédain. Et il y en a un, C'était quoi, ça voilà, les petits jetons de Ah, c'est quoi, personnages. C'est Mister. Euh, Mister Jack, ouais. Voilà, Mr. Jack, et on les reconnaît parce qu'on peut savoir si Jack est visible ou Ou pas invisible, ouais. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de partie. Excellent jeu à deux, ça, Mister Jack. Tout à fait. Félicitations. Bah, on était Pas mal, ouais. étonnamment bon par rapport Ouais. à la quantité de kebab qu'on mangeait juste après l'émission. Allez, j'ai une dernière question pour vous départager. Oh, Question que j'emprunte à un petit jeu qui s'appelle Apéro Geek. Voilà, on le remercie. Question jeu vidéo. Quelle machine au nom latin est au cœur de la saga Assassin's Creed? Ah ouais. À l'animus. Ouais. Félicitations Nicolas. Animus, pardon. Donc j'espère que vous avez été bien réengagés. Donc voilà, on continue à tester un peu notre culture ludique régulièrement, à vous partager aussi nos connaissances ou pour d'autres émissions, nos revues de jeux. Ça, c'est un Et excellent d'ailleurs, jeu. je viens de faire l'acquisition du jeu de société Assassin's Creed qui s'appelle Brotherhood of Elite. Ah, tu l'as pris? Oui. Avec la petite tour. Bah, moi j'ai la version retail, j'ai pas la version collector Ah plus machin. Mais elle était soldée et le jeu est... Il a des très bons. Par exemple, là, il a des très bons retours. Ouais, il est très bien. En termes de portage d'un jeu vidéo sur. Ouais. Bonjour. Le matériel est premium. Eh ben, on va le. Je pourrais l'emmener, ouais. Ah ouais, Génial. c'est gentil. Mais je le ramène. Je vais être pas là. Et donc pour terminer, on fait un petit retour d'expérience sur Ah oui, la c'est vrai. session Erasmus de jeudi dernier, donc 18 janvier, qu'on a animé pour les étudiants de l'association Erasmus and Internationals in Caen. Ouais. Déjà, est-ce que vous pouvez nous Qui expliquer font partie du réseau ESN, ISN. qui, Europe, et Erasmus Student Network. Voilà, je crois. D'accord. Vous pouvez déjà nous dire un peu en deux mots comment ça s'est déroulé? Très bien. Très bien. Non, mais Non, mais c'est beaucoup de monde, voilà. c'est vraiment intéressant. Parce que 35. ouais, on avait 35 étudiants ouais, voilà, qui sont arrivés là, ils sont arrivés au fur et à mesure. Chacun a sa culture de la ponctualité. Et donc, Il y avait tout simplement des soucis de dans sa circulation dans la salle. Et donc, en fait, non, c'est vraiment intéressant parce que bah, donc, on joue avec des personnes qui ont des cultures vraiment très différentes par rapport au jeu. J'ai trouvé à ma table quelqu'un qui faisait des Twilight Imperium 4. C'est l'une des premières personnes que je vois. Et il trouve que c'est un peu long, donc ça va. Donc, et non, enfin, c'est intéressant parce qu'on avait vraiment un grand nombre d'origines et de nationalités différentes. Et on a joué en anglais, On a joué en anglais. qui n'est pas dans nos habitudes. On peut Et- dire à quel jeu on a proposé? Il y avait Cartographers, Nidavellir, Rear Window. Rear Window, ouais. It's a Wonderful World. Il y avait Room 25. Et on n'avait pas assez pour faire un Captain Sonar, je crois. Et Evergreen. Il y avait le jeu avec les Evergreen. Evergreen. Où ils sont restés très longtemps à jouer à Evergreen. Ils ont bien aimé, j'ai l'impression. Et donc l'idée c'était d'avoir voilà, quelque chose voilà, avec des jeux de gestion, des jeux plus coopératifs, des jeux, un roll and write, voilà, des jeux d'exploration. Enfin, c'était intéressant d'avoir cette variété-là. Et puis là justement en termes d'engagement, c'est vraiment intéressant sur cette perspective. Et ça renvoie vraiment à l'intérêt, alors pour les langues, de l'usage du jeu, mais de l'usage brut du jeu, de pas s'intéresser forcément à introduire une dimension pédagogique, à se dire voilà, on va les faire jouer et puis utiliser tel type de lexique, de vocabulaire ou de se projeter nécessairement sur de l'exercice, mais vraiment de laisser jouer et librement, et laisser authentiquement la situation, l'expérience se mettre en place. Et afin que voilà, le circuit de communication authentique aussi puisse se déployer. Et c'est intéressant parce qu'il y a une urgence à comprendre dans un jeu quand on explique des règles à des gens, et ben voilà, ils vont devoir comprendre de toute façon pour pouvoir jouer. Et donc on voit bien quand on est avec des joueurs francophones et que c'est leur langue maternelle, quand on explique une règle, des fois, on n'a pas trop parlé de cette partie-là, mais c'est une phase où on peut vraiment perdre des gens. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire c'est pas très grave s'il n'y a pas toutes les règles. On va jouer. Et puis la plupart des jeux qui sont pas mal faits, les premiers tours ne sont pas si catastrophiques que ça. Et on peut après ajuster. Ouais, pas très. Bah tiens, je parlais de Moei. Les jeux comme ça où dès le premier tour t'es puni, bam, et puis après tu t'ennuies tout. Donc
Là, c'était donc une expérience intéressante et je pense que le jeu en situation de langue est vraiment intéressant et il ne faut pas hésiter à prendre des jeux un peu compliqués justement et des jeux qui ne sont pas forcément immédiatement avec une compétence langagière qui est le cœur de la mécanique du jeu. Se dire, bah tiens, comme c'est des étudiants qui sont en langue, on va leur faire un jeu où ils vont devoir faire des textes, des trucs comme ça. Ça peut être bien de jouer juste à ça et puis de toute façon, on parle, hein. Certains plus que d'autres, mais on parle quand on est autour d'une table. Du passif agressif, de l'auto-passif agressif. Et on s'est dit aussi qu'on avait envie de renouveler un peu ce genre de format où on va s'adresser potentiellement à des associations de l'université. Mhm. Donc, si vous êtes une association de l'université, n'hésitez pas à nous contacter, mais on fera aussi peut-être un peu de... On Complètement. prêchera un peu la bonne parole aussi. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Est-ce qu'on a des questions, des remarques aussi dans le public? Très bien. Déjà, merci beaucoup à tous. Vous avez très bien joué en plus. Donc, C'était mis une pression. Mhm. C'est dit, les gros experts qui n'arrivent pas à trouver un seul truc. Alors, ça me dit quelque chose, mais... C'est marrant parce qu'on a tous trouvé des trucs différents. petite info de service, donc la prochaine game session, c'est le 15 février à 17h30, à partir de 17h30. Et ce sera aussi notre prochain live. Donc, on vous y retrouve avec plaisir. Journée chargée. Journée chargée. Et je vous parlerai de Tahiti, tiens. Je vais faire un peu teaser. Ah, donc Oh. tu reviendras de Tahiti. Je reviendrai de Tahiti, Mais où pas j'ai pour- été faire pas des pour jeux. des vacances. Voilà. Ah non, pour de la ludopédagogie très sérieuse à l'Université de Polynésie française. Et, Choisis bien sa décision. et après, j'irai à Lille. C'est bien Très aussi. bien Qui aussi. est- et, voilà, et pour faire aussi de la... Une île, c'est bien. Donc, tu feras un retour sur mon D'accord. expérience à Tahiti. Et bientôt, on aura une boîte à applaudissements pour ce genre de blague. Donc rendez-vous le 15 février à 12h30. Je vous remercie tous encore une fois pour votre Merci, Marie. participation. Merci Lucie et Arthur. Et merci à vous dans le public de nous avoir suivis sur Twitch ou en replay sur la médiathèque pédagogique. Bonne semaine, à bientôt. C'est là.